l'intimité de l'histoire. Alors aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin d'une des plus grandes paléontologues de son temps, Mary Anning, qui, elle, pour prendre le contre-pied de nos personnages du jour, a mis de l'art dans la préhistoire. Oui. Oh, vous savez que l'histoire de la paléontologie compte quelques pionniers quand même assez rigolos. Par exemple, Robert Plot, c'est un naturaliste anglais du XVIIe et lui a été le premier à publier une description précise d'un os de dinosaure, mais parce qu'il était convaincu qu'il s'agissait là d'une race de géants éteints depuis des millénaires. Donc son travail, ce qu'il a rendu, c'était ça. C'est-à-dire, regardez, il y a eu des géants sur cette planète. Citons aussi William Buckland, c'était un paléontologue victorien. Lui, il donnait ses conférences à cheval. Drôle de gars, hein, oui, typiquement. Mais il peut pas rester très longtemps. Cela dit, ça oblige à écourter. On le suivait, voilà, et lui donnait sa conférence. Alors, il avait chez lui une table, peut-être avez-vous ça, on gardait, Stéphane, une table décorée de coprolites qui faisait l'admiration de ses visiteurs. Et les visiteurs, bien entendu, ignoraient tout à fait que des coprolites. Qu'est-ce que c'est des coprolites? Je ne pourrais pas avoir une table de coprolites, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà. Et ben oui, c'est exact. Regardez, voilà, écoutez, voilà. Des cacas fossilisés. Exactement, sont des excréments, excréments fossilisés. Et alors, il faisait le malin avec sa table en coprolite, mais ça n'est pas lui, c'est Mary Anning, justement, qui la première a deviné ce qu'étaient précisément des coprolites. Donc, cette Mary Anning, elle est née en 1799 à Lyme Regis, une petite ville côtière du Dorset, ayant pour particularité d'avoir une immense baie et d'importantes falaises du Jurassique. Donc, c'est le lieu absolument idéal pour une chasseuse de fossiles, parce que tous ces trésors enfouis se trouvaient quasiment sous son nez. Elle avait de qui tenir parce que son père, qui était menuisier, pour arrondir ses fins de mois, allait chercher des fossiles, et puis avec ses enfants, donc notamment Marie, son fils Joseph, qui devient rapidement une assistante compétente et passionnée, et quand il trouve des fossiles, les fossiles les plus répandus, on en a tous vu, on appelle ça des ammonites. Ce sont des fossiles ornés, ça fait une sorte de spirale. Oui. Vous voyez à quoi ça ressemble en fait? Exactement. En fait, c'est une sorte de mollusque marin qui, une fois fossilisé, fait comme un escargot pris dans du plâtre ou du ciment. C'est très joli d'ailleurs. Donc, il les ramassait, il les peignait et il les vendait. Et à l'âge de 12 ans, alors qu'il se balade là sur cette baie, Lyme Regis, eh bien son frère fait une découverte extraordinaire, le crâne d'un ichthyosaure, un reptile marin préhistorique contemporain des dinosaures. Marie, qui a beaucoup de présence d'esprit, se dire s'il y a le crâne, le reste doit suivre. Donc elle se met à fouiller très soigneusement le site et elle met au jour l'intégralité du squelette. Alors dans les mois qui suivent, sa découverte est exposée à Londres et cette découverte déclenche la publication de toute une série d'articles scientifiques. Parce que grâce à elle, vraiment grâce à elle, la vision du lointain passé de la planète est bouleversée. Mais de Marie, pas le moindre mot. Bon, il est vrai qu'elle a alors 13 ans. Enfin, silence complet sur la maternité de cette découverte. En somme, peu importe, elle, sa vocation est née. Et désormais, alors qu'elle est absolument autodidacte, elle ne va pas aller à l'école, elle a une instruction vraiment assez sommaire. Elle est très loin de Londres, où se passe de tout ce qui se passe autour de la paléontologie, c'est là-bas, elle n'y est pas. C'est une femme modeste qui ne sait pas tellement se faire entendre. C'est pas grave, elle va lentement et sûrement s'imposer comme une autorité compétente sur les fossiles. Un journal, le Bristol Mirror, finira même par publier son portrait. Durant des années, cette femme persévérante est allée tous les jours, à chaque marée, au pied des falaises de Lyme, parcourant des kilomètres pour trouver des fossiles. C'est grâce à ses efforts que nous devons presque tous les plus beaux spécimens d'ichthyosaures figurant dans les grandes collections. Et l'article ajoute que c'est là un travail extrêmement dangereux. Là, je sais que je vais vous toucher beaucoup, Stéphane, parce qu'en 1833, Mary a perdu son chien bien-aimé, Trey. Trey a été écrasé sous un glissement de terrain. Et Mary Anning a bien failli y passer aussi, parce qu'elle, à force de gratouiller dans la falaise, là, il arrivait que tout ça s'effondre. C'est elle qui découvre en 1821 le premier squelette complet d'un plésiosaure, un reptile marin de la période jurassique. Et ce squelette est tellement bizarre que le grand paléontologue français Cuvier, lorsqu'il le voit, croit d'abord
qu'il s'agit d'un canular, d'une chimère, d'une créature reconstituée. C'est l'animal le plus monstrueux qu'on ait jamais trouvé, écrit-il, avec une tête de lézard, des dents de crocodile, un tronc et une queue de quadrupède, des écailles de caméléon, des nageoires de baleine, tandis que son cou est d'une longueur énorme comme un serpent cloué au corps. Et bien là encore, bien qu'elle ait trouvé cet animal, bien qu'elle ait trouvé un fossile de ptérodactyle en 1828 et de nombreux autres restes préhistoriques, tous analysés dans des articles scientifiques novateurs, jamais Mary Anning n'est citée, jamais elle ne sera admise à la Société géologique de Londres, qui n'admettra une première femme qu'au début du siècle suivant, c'est-à-dire dans les années 1900. Mais même si des hommes se sont attribués le mérite de ces découvertes, ce qui la rendait quand même assez amère et frustrée, Marie était connue de tout ce petit monde. C'était un tout petit monde, les paléontologues à l'époque. Alors, elle avait sa petite boutique de fossiles à Lyme, et qui est devenue une sorte de lieu de pèlerinage pour tous les collectionneurs de fossiles du monde. Et le roi de Saxe, Frédéric Auguste, lui a acheté un squelette d'ichthyosaure pour sa collection privée. Mary Anning disparaît malheureusement prématurément, emportée à 47 ans par un cancer du sein. Et avant sa disparition, plus exactement, elle ne pouvait plus travailler. Elle était trop malade. La Société de géologie avait quand même fait, comme on ferait aujourd'hui, un letchi, une sorte de collecte de fonds pour l'aider à vivre. Et là, plus récemment, en 2010, la Royal Society de Londres l'a classée parmi les 10 scientifiques les plus influentes de l'histoire britannique. Mais mon vieux, il leur a fallu le temps. Et je précise aussi qu'il y a un magnifique film intitulé Ammonite avec Kate Winslet dans le rôle de Marie. C'est un film de 2020 qui est très très bien. Je l'ai vu, je vous le recommande aussi. Merci beaucoup Clémentine. Et on peut rappeler aussi que vous lui avez consacré 8 minutes de votre chronique. Et ça, voilà. C'était bien mérité. C'était bien mérité. Maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien puisque c'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz Born to be Alive.